un petit peu au schéma d'origine où chaque intervenant présente et on garde un temps à la fin pour les questions. Voilà. Et notez bien les questions sur votre petit cahier. Salut Maki, à vous. Donc, bonjour, je suis conseillère orientation au CIE Villeurbanne, où j'ai en charge le lycée Frédéric Païs et la cité scolaire René Pelé pour les déficients visuels. Et sur un autre mi-temps, je suis conseillère orientation au service d'orientation Villeurbanne, détachée sur ce service pour réfléchir et permettre de travailler aussi sur la transition lycée-enseignement supérieur. Voilà. Je vais vous présenter, alors moi je suis vraiment dans l'échange de pratique, du coup c'est vraiment un atelier que je vais vous présenter qui va se dérouler dans pas longtemps, puisque le contexte c'est à destination des élèves de médecine qui sont contraints de se réorienter parce qu'ils ont échoué au concours de PACES en semestre 1. En fait il y a deux possibilités, c'est-à-dire que vous avez le concours sur le premier semestre et depuis 2009, donc un arrêté qui stipule que les 15% des derniers classés ne sont pas autorisés à continuer sur le semestre 2 et donc sont contraints de se réorienter. Et puis vous avez au semestre 2 aussi donc un concours pour ceux qui ont continué, mais moi c'est pas avec ceux-là qu'on va travailler dans les semaines à venir, qui sont pareils sur les 15% des derniers classés qui ne seront pas autorisés à renouveler leur première année de médecine. Donc ce contexte est quand même particulier. Ces étudiants préparent donc ce concours, ils savent qu'ils ont la possibilité de le préparer que 2 fois et que même à la fin du semestre 1 ou à la fin du semestre 2, ils risquent de ne pas pouvoir continuer. Cette sélection agressive les met dans une situation de stress majeur qui entraîne souvent des angoisses, des anxiétés, des insomnies, voire des dépressions. La charge de travail, elle est telle qu'ils se retranchent aussi dans un isolement social puisqu'ils ne font que travailler et ils n'ont pas beaucoup de temps pour sortir ou pour se divertir. Et ils sont confrontés, donc c'est vraiment pour vous parler du contexte, ils sont confrontés à cet enjeu majeur qui est soit ils réussissent et donc ils vont réussir, réaliser leur vocation, soit ils échouent et donc ça sera un tournant de leur vie puisqu'il faudra qu'ils retravaillent sur un projet. Donc ils arrivent dans cette situation-là, dans ce contexte-là. Ils ont en plus à gérer au semestre 1 l'orientation de procédure, puisque l'orientation ça met en relation 2 termes, c'est ce qu'on appelle les paradoxes de l'orientation, c'est-à-dire que l'orientation, c'est la mise en relation d'un processus sociétal, qui relève d'une répartition de société. Aujourd'hui, l'école, l'université, les DUT sont des professionnels qui vont répondre à une demande sociale, économique de professionnels. Donc il y a cette orientation procédure, qui fait que c'est une orientation de répartition, et l'orientation processus, où on est dans la construction individuelle d'un projet, l'élaboration d'un projet à partir d'intérêts, de goûts des jeunes. Tout le paradoxe de l'orientation se retrouve là, justement, dans cette mise en relation d'orientation processus sociétal, orientation procédure, processus individuel. Voilà. Il y a d'autres paradoxes, parce qu'on travaille, nous, en tant que conseil d'orientation, à partir de leurs rêves pour arriver à un principe de réalité. Donc on jongle entre eux la réalité, le rêve, l'individu, la société, le possible, le probable. Voilà. Et donc ils arrivent, eux, dans cette situation de blessure narcissique, puisqu'ils sont confrontés à un échec, et nous, on doit retravailler sur l'estime de soi et sur cette blessure narcissique pour les remettre en projet. Parce que l'objectif de cet atelier, c'est quand même, non pas de construire un projet avec eux, donc non pas qu'ils s'arrêtent un projet, mais de les remettre en projet pour qu'ils trouvent du sens. Et quand je dis sens, c'est-à-dire signification et direction, à une formation, à une nouvelle formation. Voilà, donc
cet atelier, il va s'appuyer sur le sentiment d'efficacité personnelle du Bandura dont vous avez entendu parler ce matin, et des 4 sources qui créent ce sentiment d'efficacité personnelle. Je vous rappelle, c'est la croyance que la capacité, que l'individu a en sa capacité de réussir des performances particulières. Donc ce sentiment d'efficacité personnelle, il est primordial et indispensable parce qu'il est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il y a différentes dimensions et donc on peut travailler sur ces multidimensions, et il est surtout évolutif. Donc le pouvoir du conseiller d'orientation et du groupe de cet atelier, ça va être justement dans cet espoir d'évolution qu'on peut avoir par rapport à la prise de conscience qu'ils auront suite à cet échec. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je suis claire là, par rapport à... Oui, ça va? Je sais pas, allez-y, hein, n'hésitez pas à m'interrompre, moi je suis plus dans l'interaction, donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Voilà, donc on va les laisser, on va utiliser comme technique le récit de soi, qui permet de se décaler, de se décentrer, et le groupe, qui permet d'introduire la dissonance cognitive, puisque ces personnes-là ont vécu, les étudiants qui sont inscrits ont vécu la même situation, mais l'ont perçue et l'ont vécu d'une manière singulière et différente. L'échange de ces perceptions permet aux étudiants de se décentrer et de retravailler sur leur perception et la construction de leur réalité subjective à partir de cette échelle et des échanges. Oui. Et du coup, quels sont vos outils pour ça? Alors, nos outils, en fait, c'est le groupe, c'est surtout ça qu'il faut voir, parce que, et si on leur demande de travailler, donc d'une manière, dans les techniques c'est toujours pareil, ça va être un travail de groupe, alterné avec un travail individuel, un travail de décentrage par le groupe, associé à un travail de recentrage sur soi, pour rebondir, individuel. Et donc on va partir de 3 choses. On va aller faire, dans les techniques d'animation, le début c'est la présentation croisée parce qu'ils ne se connaissent pas vraiment, donc il faut qu'il y ait une construction du groupe, c'est-à-dire qu'ils vont se présenter à leur voisin et le voisin va parler d'eux, voilà. Et ils vont se présenter à travers 3 choses, les raisons de leur choix de terminale, les raisons de PACES, et voilà, ils vont expliquer un petit peu ce qui les a amenés à s'inscrire en PACES et qu'est-ce qu'ils recherchaient de la PACES. On va aussi les amener à travailler sur les valeurs à partir d'outils et puis sur les compétences. Tout ça dans un objectif qui est toujours pareil, de les remettre en mouvement et de leur permettre de retrouver du sens. Alors pourquoi les raisons terminales? Parce qu'à travers ça, on travaille sur les rêves et l'idéal de soi. Parce qu'en choisissant un professionnel, on se choisit, c'est-à-dire qu'on travaille dans le processus d'orientation et de construction. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'au départ, on voit bien, enfin, je travaille aussi en 3e, en seconde, en première, en terminale. En 3e, tous les élèves du 3e, quand on venait voir un entretien, pour les filles, elles veulent tout travailler auprès des enfants. Pour les garçons, ils veulent tous être professeurs d'éducation physique ou couleur professionnelle. Voilà, en fait, ils sont dans une identification totale à un personnage. Ensuite, la comparaison, l'argumentation arrive. Et donc là, ils sont dans une projection plutôt, on appelle ça métonymique, métaphorique plutôt, où ils commencent à argumenter, et ensuite, ils sont plus dans la projection où la réalité intervient, et ils sont dans la comparaison intentionnelle avec les exigences du métier, les activités. Voilà. Ça, c'est un petit peu les 3 étapes qui ont été définies par les chercheurs. Et donc, nous, on repère, et on va partir de leur raison de choix de terminale, parce qu'on va partir sur l'idéal d'eux qu'ils ont en terminale, et sur leurs rêves, puisqu'ils sont encore dans les rêves en terminale, et heureusement. Et c'est un petit peu le désir, c'est-à-dire qu'on va partir de cette matière première qui est indispensable, pour travailler ensuite, les travailler, les prendre comme un point de départ pour des projections, pour d'autres projections. Et puis, ouais, c'est ça, c'est vraiment le point de départ qui va permettre en France, c'est ça qui est intéressant, c'est, il faut savoir qu'il n'y a pas un chemin identique pour arriver à une formation, il y a des dates, il y a l'autoroute, comme je dis en terminale, et puis il y a la nationale, l'objectif final, voilà, il y a un objectif final, ils peuvent tous l'atteindre, sauf qu'il y a des chemins détournés pour y arriver.
Et du coup, voilà, on travaille ce désir, ce rêve, cet idéal de soi à partir de ça, et puis donc cette matière première, et on va à partir de ça partir sur d'autres projections ou sur d'autres stratégies pour y arriver. Voilà. Et on va travailler sur ce choix, qu'est-ce qu'il dit de moi, et puis aujourd'hui, comment il me définit, puisqu'il y a cet échec et cette remise en question, et qu'est-ce que je veux prolonger de ce choix de terminale. Voilà. On parle aussi des valeurs, parce que les valeurs, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'individu. Même si c'est éducationnel, c'est transmis, c'est aussi intégré. Et donc, on parle d'un outil où ils ont à clarifier, à repérer leurs valeurs spécifiques. À partir de ça, on va les amener à réfléchir à la tendance générale, et du coup, on va arriver aux valeurs générales, sachant que vraiment, c'est un point d'appui pour construire une orientation à sa vie et donner une orientation à sa vie et un guide d'action. Donc pour nous, c'est primordial parce qu'en plus, c'est évolutif, mais ça ne change pas tant que ça. C'est toujours ce sur quoi on va s'appuyer pour rebondir. Et ensuite, une fois qu'ils vont identifier les valeurs générales, les tendances générales, on leur demande de mettre de la valeur à ces valeurs et de hiérarchiser ces valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils garderaient et qu'est-ce qu'ils reprendraient pour repartir sur un projet. Voilà. Et puis, on travaille aussi sur les compétences. La traduction des connaissances référencées, c'est-à-dire sur leur année terminale, sur leurs années lycée et sur leurs 4 mois de PACES, ils ont acquis des connaissances et il faut qu'ils se les approprient, enfin, qu'ils les traduisent en termes de compétences et qu'ils se les approprient. Voilà. Donc ça, c'est un travail important d'explicitation. Là, il y a un travail de groupe puisqu'ils travaillent sur un paperboard ensemble où ils doivent définir le savoir, on leur donne la définition, enfin on trouve ensemble la définition des compétences et du coup ils doivent se positionner sur la première année de médecine en termes de savoir, savoir-être, savoir-faire par groupe et du coup après un travail interactif, qu'est-ce qu'ils gardent, qu'est-ce qu'ils ne gardent pas. Mais voilà, on passe de ces connaissances référencées, et on essaie de les traduire en compétences. On part aussi des expériences personnelles pour, toujours pareil, les convertir en compétences. On part aussi sur l'appropriation, parce que de toute manière, ça ne sert à rien de savoir, une fois qu'ils ont regardé le référentiel de connaissances que PACES leur donnait, s'ils ne s'en sentent pas investis, s'ils ne se sentent pas appropriés, ça va être difficile pour eux de penser qu'ils ont des compétences. Donc on travaille sur cette appropriation. Et du coup sur ce savoir agir qui est vraiment indispensable parce que sans ce sentiment d'efficacité personnelle, on a du mal à se reprojeter, c'est-à-dire qu'on se projette sur quelque chose qu'on pense qu'on va réussir. Et donc du coup, forcément, je connais personne qui rate une formation pour laquelle pense qu'il va louper. Donc cette réussite, cette projection, elle dépend de ce sentiment d'efficacité personnelle, de ses compétences appropriées, de ce savoir agir qui va se transformer en vouloir et en pouvoir. Ils tombent vraiment de haut, ces étudiants. Comment ? Ils tombent vraiment de haut. Alors, ils tombent de haut, alors certains tombent de haut, effectivement, mais quand même, tous, chacun, ils sont capables de rebondir et de repartir à partir de ce qui a été mis à plat sur d'autres formations. La contrainte à cette époque de l'année, c'est qu'il n'y a pas grand-chose en semestre 1, il n'y a pas d'université qui permet d'intégrer en semestre décalé en janvier une autre année, à part Lyon. Ou sinon, après, vous avez des structures et des modules de remise à niveau en sciences, ou proposé à Lyon aussi, ou de retravailler son projet sur des semaines de détermination. Voilà, ils sont contraints par cette orientation de procédure qui est une date. Par exemple, là, je ne sais plus quand est-ce qu'ils vont passer leur examen, mais sous peu. Nous, on est obligés de faire ces ateliers avant qu'ils sachent s'ils ont réussi ou pas, qu'ils sont capables d'auto-évaluation, de savoir, ils ont eu l'école pendant les 4 mois, donc ils savent à peu près comment ils se situent. Mais quand ils vont s'inscrire dans nos ateliers, ils ne sont pas au courant de s'ils ont réussi ou pas. Voilà, une estimation.
parce que les dossiers d'inscription pour le Lyon 1 doivent être mis avant le 17 décembre et qu'ils auront leurs résultats au mois de janvier. Donc ça veut dire que c'est tout un travail de projection, d'anticipation. Donc à la fin de l'atelier, certains vont dire eh ben, je dépose un dossier, ça me permettra de continuer à travailler, quitte à l'annuler après. D'autres vont repartir en disant ben voilà, moi je reprends par rapport à PACES, par rapport à mes projets terminales, ben ça, cette valeur-là, ces connaissances-là, cet intérêt pour la matière, etc. Et du coup, ben, ça permet de rebondir sur des formations. Après, pour ceux qui veulent partir sur des BTS ou des DUT, sont contraints pour l'inscription par APB, qui est admission post-bac, où vous avez jusqu'au 20 mars pour travailler votre choix. Donc ceux-là sont un peu plus de temps, mais on leur conseille tous à la fin de l'atelier, de toute manière, de déposer un dossier d'inscription à Lyon avant le 17 décembre, même s'ils n'ont pas leurs résultats. Voilà. Donc ça demande, oui, une flexibilité de l'étudiant, mais ils ont quand même toutes ces contraintes-là, ils les vivent quand même depuis l'orientation procédure, ils la vivent depuis la 3e. Hein. Donc le travail entre justement le paradoxe entre rêve et réalité, ça ils le gèrent aussi comme nous, quoi. Comme tout individu. Voilà, donc suite à ces ateliers. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que les ateliers sont conçus à partir d'une approche expérientielle, du développement expérientiel, la DVP, je ne sais pas si vous connaissez, où il y a justement des principes un peu incontournables pour que ça prenne du sens pour les jeunes, qui sont vivre des expériences, les traiter. Vivre des expériences, c'est-à-dire que c'est en faisant qu'on se fait, et donc du coup, nous, à travers ces ateliers, on va leur faire vivre l'expérience du récit de soi, à travers le groupe, qui n'est pas évident. On les engage émotionnellement dans la compréhension d'eux d'une manière sensorielle, affective, voilà. Et on leur demande de parler sur des sujets qui sont émotionnellement quand même chargés, puisque c'est leur année de PACES, et du coup, c'est tournant de vie, hein, puisque quand ils sont... Voilà. Et du coup, on les met dans cette situation où ils vivent, ils s'engagent dans cet atelier. Et ensuite, par contre, on ne les laisse pas comme ça. Le travail du groupe et le travail du conseiller, c'est de leur permettre de reprendre tout ce qu'ils ont vécu, tous leurs ressentis, toutes ces perceptions qu'ils ont eues, pour leur permettre de relativiser, de traiter l'expérience, pour ensuite voir ce qu'ils en font et ce qu'ils prennent, quoi, dans tout ce qui est ressorti de cet atelier. Voilà. Je ne sais pas si j'étais vraiment claire. Bon, ça se vit en fait, donc du coup c'est difficile de vous en parler parce que ça se vit et que moi en tant que conseiller en orientation, je suis aussi sujet dans la relation et dans le groupe. Donc du coup, je dois gérer l'incertitude des réflexions, mais du coup c'est ce qui fait aussi l'engagement et l'intérêt de ce travail. Voilà, donc oui. C'est maximum 15 personnes. Vous proposez ça également à ceux qui vont arrêter en fin de première année, au deuxième semestre? Oui, tout à fait. Et y compris à des étudiants d'année ultérieure qui souhaiteraient, après tout, ça existe, se réorienter? Alors pas, non, en fait on est vraiment sur l'année, quoi. Pour les ateliers, on est vraiment... Mais on touche finalement, j'ai une collègue qui travaille avec moi qui a Lyon, on touche quand même pas. Alors, il faut dire que ces jeunes-là ont quand même d'autres possibilités de retravailler leur projet, puisqu'ils ont ces ateliers, mais ils ont aussi des forums d'information. Pour cette année, c'est selon Est, ici, ça va être le 9 janvier, où ils ont justement des intervenants qui vont leur montrer toutes les possibilités d'orientation à Lyon 1 ou ailleurs en secondaire, qui est quand même limité, hein, ça réduit. Et puis après, s'ils veulent travailler plus sur d'autres orientations que scientifiques, à ce moment-là, et donc du coup c'est un travail sur APB, en BTS, DUT, il y a ces ateliers, et puis aussi la permanence où ils sont reçus en entretien individuel, voilà, parce que certains préfèrent travailler en entretien individuel leur projet. Ça c'est au CIO ou au SIU? Ça c'est au service d'orientation. Merci. Merci. Il y avait encore des questions, je vous les laisse mettre dans un coin de papier, puis on y reviendra à la fin.
Du coup, Romain Delors, je vous laisse prendre la parole et nous présenter le projet. Vous voyez ou c'est un peu trop bruyant avec la lumière? Non, on va éteindre néon, tout à l'heure. c'est par là que ça passe? C'est celui vers la fenêtre. C'est l'autre? Non, c'est l'autre. Voilà. C'est celui-là. Attends, merci. Vous faites deux cours si vous parlez. On va revoir les dotations de l'université. Alors bonjour à tous, donc moi je suis Romain Delors, je suis coordinateur de l'association Promesse, donc l'association Promesse qui est une association de promotion de l'école. Ah oui, on peut pas baisser le score là? C'est Non, mais J'ai envie de dire que c'est ça, on va tenter. Non, mais c'est pas sur l'écran, c'est sur le. Non, c'est l'interrupteur à côté. Bien, c'est la. Souvent, c'est un interrupteur de. Non, Non, mais c'est projeté sur le mur, donc c'est le. Oui, il y a un Mais si, en fait, c'est un écran. C'est à votre gauche. C'est là. Ah, C'est là. ça doit être marqué, ça. non, ça c'est Voilà, c'est ça. Ça va être Ah, c'est ça. Merci. Ah, Ah, voilà, c'est mieux. au mieux, nous on leur parle. C'est dommage. Donc l'association Promesse, qui est une association de promotion de l'économie sociale et solidaire qui existe depuis 2004. On a un vaste champ d'action qui va de la formation à l'étude conseil, à l'organisation événementielle autour de l'économie sociale et solidaire pour Europe. On était la semaine dernière sur la table de cours pour le point de l'innovation sociale, avec le village de la solidarité, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'entendre parler. Donc on a une équipe salariée dont je fais partie. Voilà, et on travaille en collaboration en fait à la fois avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des étudiants, des enseignants-chercheurs et des professionnels. L'idée c'est d'être au centre de tous ces réseaux-là pour co-construire à la fois une promotion et un développement de l'économie sociale et solidaire sur notre territoire. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vais vous parler, c'est de notre projet universel et SWAP, parce qu'en fait, SWAP est le projet d'envergure qui englobe notre projet universel, mais pas que, qui englobe tout notre projet sur ce qu'on appelle, nous, l'économie collaborative. Donc, avant d'arriver à l'universel, je vais essayer de vous inclure un petit peu, de vous présenter un peu le cheminement qui nous a amené à ce travail-là et à ce projet-là. Donc, l'économie collaborative, si je me permets de vous faire un rappel. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. On est dans le cadre du C2C, donc qui se différencie du B2C ou du B2B. Je ne sais pas si c'est les termes que vous utilisez. Donc le concept d'être pas inter-entreprise ou ni d'entreprise à consommateur, mais de consommateur à consommateur, ce que nous on a détourné de citoyen à citoyen. Donc ça veut dire que c'est des services qui se font finalement de citoyen à citoyen sans entreprise intermédiaire ou sans une production. Finalement c'est une production humaine d'hommes humains et humains. Donc ça se développe sur 4 aspects. La consommation, ça va regrouper tout ce qui est l'achat groupé, la mutualisée, le covoiturage, les AMAP, les associations de maintien d'agriculture paysanne, où on lie directement par un contrat un paysan avec des consommateurs sans intermédiaire. Donc c'est tout ce qu'on appelle le réseau économique du circuit court, qui marche aussi sur les circuits courts financiers avec des banques éthiques comme la NEF. La production, donc là on revient plus sur la question de production collective, donc tout ce qui va être le web collaboratif, les activités collectives, l'échange, donc là les systèmes d'échange locaux, tout ce qui va être l'occasion, donc on vend des services, voilà, le site du Bon Coin, finalement c'est l'économie collaborative, on vend de citoyen à citoyen un service, voilà, de la matière. Le peer-to-peer, le partage de fichiers, vous hébergez des fichiers, je viens les télécharger, un petit bout chez chacun d'entre vous, pas d'intermédiaire. On est directement sur un circuit court informatique qui nous permet de partager des connaissances ou des fichiers ou des films américains. Et ça, c'est autre chose. Mais cela n'existe pas. L'épargne, donc tout ce qui est l'épargne, qui est ce que vous avez peut-être déjà entendu parler, tout ce qui est crowdfunding, donc le financement, je traduirais en français par le financement par la foule,
Donc l'idée que chacun peut contribuer à l'émergence de projets qui semblent pertinents, donc soit sur du développement local, l'émergence d'une boutique, la réintroduction de petits commerces dans des zones rurales, des projets écologiques, sociaux, qui voient le jour aujourd'hui grâce au financement des citoyens, puisque bon, on l'a peut-être caché jusqu'à aujourd'hui, mais en fait on est dans un état de crise. Et donc la crise implique que les pouvoirs publics ont moins de moyens de financement, ce qui veut dire que voilà, les premiers qui finalement subissent ça, ça va être les milieux sociaux, culturels, les milieux finalement beaucoup soutenus par les pouvoirs publics. Donc il faut trouver des solutions alternatives et finalement le crowdfunding ou d'autres systèmes peuvent apporter justement une réponse. Et ce qui va être les SIGAC, donc l'idée c'est qu'à un moment donné, des personnes, des épargnants se sont dit, à la place de mettre l'argent au crédit agricole et pas de savoir ce que le crédit agricole va faire derrière votre argent, ils se sont dit, on va mettre notre argent en commun et on va directement nous-mêmes financer des entreprises. Donc c'est l'idée, chaque mois, une dizaine, quinzaine de citoyens se regroupent, tous les mois ils cotisent à un compte commun et puis dans l'année, ils financent 2 ou 3 entreprises en prenant des parts capitales de façon collective. Et la même idée que le crowdfunding, ils financent des entreprises qui leur semblent pertinentes sur un développement local, sur un certain nombre de c'est très large, ça peut être de l'entreprise, ça peut être par exemple en milieu rural assurer des maisons de soins par exemple, parce que c'est bien de la santé, c'est de réimplanter justement une proximité, des services de proximité qui peuvent se faire, les collectivités, on peut considérer que les collectivités ça peut être le rôle, mais ça peut être aussi le rôle des citoyens. Donc l'idée globale de l'économie collaborative, c'est la réappropriation par les citoyens de leur environnement et de comment eux peuvent aussi contribuer. Voilà. Donc dans ce contexte-là, on a une construction qui s'est faite autour de 2 grands systèmes de réflexion. D'un côté, tout ce qui va être la sphère marchande qui s'est depuis un petit moment lancée sur ces sujets-là. Donc ça va être des sites comme eBay, ça va être Amazon, qui facilite justement l'intermédiation entre des commerces et des consommateurs, tout ce qui est le covoiturage, le système justement où on va de citoyen à citoyen se permettre de produire ensemble des moyens de déplacement. Système coupon, donc c'est tout ce qui est l'achat collectif, c'est-à-dire qu'en achetant collectivement, on arrive à baisser le prix avec des intermédiaires bancaires. Et de l'autre côté, des intermédiaires d'entreprises classiques, et de l'autre côté, la sphère de l'économie sociale. Donc ça va être là où on va glisser plus sur tout ce qui est les systèmes d'échange local, le crowdfunding solidaire. La différenciation finalement entre ces 2 types d'acteurs qui interagissent dans cette économie collaborative, c'est à la fois de l'optique lucrative et la notion qui peut être derrière d'éthique ou sociale, éthique, démocratique ou territoriale. Donc la même réflexion derrière, il y a certains mondes qui vont chercher à travers ça à gagner de l'argent. Aujourd'hui, le rachat par exemple du site de covoiturage qui maintenant est devenu Blablacar avec le rachat par la SNCF. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. On est parlé d'un système qui était dans la sphère de l'économie sociale initialement porté par une association qui permettait de mettre en lien des gens qui proposaient des déplacements et puis d'autres qui en avaient besoin. Ça vous parle à tout le monde, le covoiturage, je prends des exemples un peu larges, et qui aujourd'hui est devenu récupéré par le système marchand. C'est devenu un système où on a la même chose, le même type de service, sauf qu'on a un intermédiaire qui sur chaque transaction récupère de l'argent. Voilà, donc un peu en différence, et l'idée qu'on a en fait on peut avoir un même système et la conception que les uns aux autres peuvent se faire. Voilà, c'est un peu la mise en contexte autour de l'économie collaborative, qui se base, et bien sûr, qu'est-ce qui a permis l'émergence de tout ça? C'est des outils web. Des choses que finalement, aujourd'hui, l'économie collaborative, on peut considérer que ce n'est pas totalement nouveau. Les systèmes d'échange local ou les systèmes de tontine en Afrique qui permettent en fait de financer collectivement un projet à 5 ou 6 existent depuis des millénaires, mais aujourd'hui, l'outil informatique a décuplé cette capacité-là de mobilisation collective pour soutenir ou faire avancer des projets ensemble. Voilà, il faut bien avoir ça en tête. Donc nous, le projet SWAP, il se positionne dans l'économie collaborative, sur la volonté à la fois d'intégrer les valeurs de l'économie sociale et solidaire, un ancrage territorial, dans une volonté de création de liens sociaux. Voilà. Donc l'idée, c'est pas d'être un outil supplémentaire, mais bien d'être un outil complémentaire et fédérateur à tout un tas d'autres outils de l'économie collaborative. Je vais essayer d'avancer un peu assez rapidement sur le sujet. L'idée, c'est d'arriver rapidement sur la présentation de l'expérience universelle qui permettra pour vous de peut-être mieux appréhender tout ce que je viens de vous raconter.
Donc l'idée c'est d'appuyer sur un outil web qui va nous permettre de mettre à disposition de nos utilisateurs des différents services qui vont être effectivement des offres ou des demandes de biens, de compétences, de savoir, d'objets, ce qui peut permettre demain de mettre en place des outils pour faire du covoiturage, de l'achat collectif et tout un tas d'autres services d'économie collaborative. Et en même temps, à travers ça, et parce que je vous l'ai mis en introduction, que Promesse est une association de promotion de l'économie sociale et solidaire, notre but derrière tout ça, c'est de pouvoir répondre à des besoins sociaux ou sociétaux satisfaits ou mal satisfaits, ou permettre leur accessibilité aux citoyens, mais surtout de pouvoir, à travers cette action-là, pouvoir promouvoir les valeurs de l'économie sociale et solidaire, comme je l'ai fait en quelques secondes, en vous montrant la différence entre ce qu'était le covoiturage et ce qu'est devenu Blablacar. Vous avez bien compris le sens derrière que ça impliquait, les valeurs différentes aussi que ça importait. L'idée, c'est qu'à travers tous ces projets-là, nous, on puisse faire la pédagogie par l'exemple, par l'action et par exemple. Voilà. Alors, l'expérimentation à l'Université Lyon 2, qui a pris le nom de Universel, Université et celle comme système d'échange local, qui était finalement ce système de principe de base qui nous a permis de poser les jalons. Voilà. Je vais prendre l'autre PowerPoint pour vous faire l'autre présentation universelle. Alors, Universel, je vous présente en fait le bilan qu'on a présenté l'année dernière à l'université qui me semblait être le plus pertinent à vous présenter. Donc, le rappel, Universel permet à des membres de l'université de s'échanger en dehors du système marchand, donc c'est-à-dire qu'on est un système pas basé sur l'euro, mais sur une monnaie complémentaire. J'expliquerai après ce que ça veut dire. En dehors du système marchand, un principe d'entraide et de réciprocité autour des savoirs, des services et de biens. L'idée, c'est de permettre à la fois de pouvoir s'échanger toutes ces choses-là sans passer par l'euro. Donc, on est en train de construire cette réflexion-là. Donc, à partir d'un outil web dédié, chaque membre indique ce qu'il possède et ce qu'il recherche et alimente un annuaire qui permet à tous et à tous d'y s'y retrouver, les connaissances, les coups de main, les objets à échanger, les objets à emprunter. Vous avez chacun votre compte, vous imaginez un petit peu la chose. Donc, à la fois, l'objectif premier, c'est de dire, bon, bah, aujourd'hui, les étudiants vivent dans un système où il y a de plus en plus de difficultés d'avoir accès à des services ou des cours particuliers, et ainsi de suite. Et en même temps, toutes ces compétences-là sont présentes à l'université. Si demain, les étudiants ont envie d'apprendre la guitare, eh ben, d'autres étudiants peuvent les aider. S'ils ont envie d'apprendre une nouvelle langue, c'est tout à fait envisageable. Vous avez une compétence, vous savez super bien faire les muffins, et ben, vous pouvez animer un atelier collectif pour apprendre aux gens à faire des muffins, et ainsi de suite. Donc l'idée, elle est là de pouvoir à la fois permettre à l'accès aux étudiants à des services, des compétences et à des savoirs sur lesquels ils n'auraient peut-être pas accès initialement parce que ça coûte de l'argent, prendre des cours de guitare, prendre des cours de cuisine, et ainsi de suite. Et la deuxième chose, et le fond du projet, c'est aussi de se dire qu'à travers ça, et avant tout, et on rejoint notre thématique globale, c'est la volonté de pouvoir valoriser les compétences des étudiants. Parce qu'aujourd'hui, les étudiants, quand vous les allez voir avec ce type de projet, vous allez leur dire, bon, bah alors vous allez remplir l'annuaire, vous allez voir, vous mettez toutes vos compétences que vous savez faire, et puis vous allez pouvoir les échanger. Et la réponse que vous avez, c'est, mais moi je sais rien faire. Parce qu'effectivement, il y a une prise de conscience nécessaire de se rendre compte que finalement, ils ont accumulé énormément de connaissances, de compétences, de façon empirique, ils sont amenés par l'université, par les lycées, par le système scolaire classique, ou par des engagements divers et variés, et qu'aujourd'hui ils arrivent à 20, 25 ans avec énormément de savoir-faire, de compétences, dont ils n'ont pas du tout conscience. Parce qu'on ne les a jamais amenés à se positionner sur cette réflexion-là. Et finalement, quand c'est qu'ils vont se retrouver face à la valorisation de leurs compétences, dans ce système-là, c'est aussi le jour où ils vont devoir construire leur CV. Et ça va être la même chose. On va arriver sur des systèmes où on va falloir mettre en place des formations complémentaires par l'université pour les accompagner à rédiger leur CV, pour pouvoir et ainsi de suite. Alors finalement, si on les avait accompagnés sur l'idée de valoriser ces compétences, et dans un premier temps, ces compétences qui ne sont pas spécialement universitaires, l'idée c'est pas parce que vous êtes en fac de langue de donner des cours de langue, mais bien d'être en fac de langue et de pouvoir donner des cours de cuisine. L'idée c'est le côté transversalité, de dire que finalement, c'est pas parce que vous êtes dans une filière que vous savez faire que ça non plus. C'est un peu toute cette réflexion-là qui veut être amenée avec ce projet-là. Et pourquoi dans une université? Bon, effectivement, l'accessibilité aux étudiants, mais c'est aussi pour dire qu'une université,
c'est aussi un lieu de formation et de culture, et c'est nous a semblé vraiment pertinent de pouvoir l'intégrer dedans, de se dire qu'il y a d'un côté les cours, j'ai envie de dire classiques, et à côté de ça, une dimension, peut-être certains d'entre vous participent, la vie étudiante par exemple, la vie associative sur lesquelles il y a des engagements forts de l'université dans ce sens-là, c'est la volonté vraiment de pouvoir dire que l'université est un lieu d'apprentissage commun, collectif, et finalement sur beaucoup d'autres aspects que simplement les cours strictement. Et puis surtout, et sur notre sens à nous, c'est aussi l'apprentissage de la vie collective. Très important parce qu'effectivement on l'a vu en amont, ça a été très bien présenté, les étudiants apprennent finalement l'autonomie, la prise en compte, mais ça apprend aussi le fonctionnement d'une société. Parce qu'effectivement vous êtes plus dans un système alternisé, les enseignants ne vont plus vous faire à chaque fois, même si ça revient, l'appel au début de chacun des cours et de savoir où c'est ce que vous êtes, qu'est-ce qui se passe, si vous retrouvez ça, mais c'est un peu une prise en main de son orientation, de son autonomie, faut savoir faire. Donc c'est aussi l'idée qu'à travers tout ce projet-là, on va amener du lien et permettre aux étudiants aussi de se rencontrer, parce que c'est un constat complémentaire qu'on a pu faire et qui a été fait par un certain nombre de structures de la vie étudiante, des associations GAIDIS, UNEF et compagnie, qui justement mènent un certain nombre d'études sur la vie avec les étudiants, qui fait qu'on a de plus en plus d'étudiants qui viennent à l'université, font leur cours et repartent. Alors qu'avant, les campus et les universités étaient réfléchis comme des vrais lieux de vie collectifs. Aujourd'hui, on est en train de perdre tout ça. Il y a plein de choses qui amènent à ça, mais l'idée, c'est pas que nous on en fasse une réponse, que grâce à ça, on va avoir des profs de cuisine et des profs de guitare partout. Mais l'idée, c'est d'être à travers ça, d'apporter un petit peu ça, et puis d'apporter aussi cette culture-là. Donc voilà, donc je vous passerai les éléments un petit peu plus fonctionnels qu'on a mis en place avec l'université, puisque ça s'est fait à partir de 2011, ça a mis 6 mois, 1 an à germer en termes d'études, de réflexion avec l'université Lyon 2. Et puis, avec un financement complémentaire, que voilà, toute transparence à promesse, parce qu'il n'y a rien à cacher, l'université a su nous faire confiance en disant, Banco, suite à une première étude qui nous ont financé, une étude de faisabilité, on a pu dire, bon, on lance ce projet-là sur 21 mois. 21 mois, parce qu'effectivement, vous l'aurez compris, vous êtes... c'est des choses il faut un cheminement, on a bien expliqué tout à l'heure, on a des intervenants avant moi, il y a un cheminement pour arriver finalement au fait de mettre en avant ses compétences, d'aller oser voir l'autre pour lui dire j'ai besoin, peux-tu m'aider pour réparer mon ordinateur ou autre. Donc c'est toute une question de se dire finalement faut le faire, et puis il y a une confiance, parce qu'automatiquement dans tout ça il y a un réseau de confiance à avoir, parce que l'échange strictement en lui-même, c'est vraiment, je prends contact avec vous, je vous propose, bon voilà, j'ai vu que vous avez récolté compétences en préparation de sushi, je veux apprendre à faire des sushis, donc je prends contact avec vous, vous me dites, tu veux faire pourquoi, ça serait pour préparer un repas de 15 personnes, là il va te falloir au moins 6 heures pour apprendre à couler tes sushis, donc 6 heures, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, la rémunération se passe avec un système de monnaie complémentaire, donc l'idée c'est qu'on a basé une monnaie sur du temps, donc ça veut dire que si vous dites il faut 6 heures, si on considère qu'une unité de monnaie est égale à une minute, 6 x 6, 360 unités, je vous rémunère pour ces 6 heures de cours de sushi. Donc après, votre compte à vous va augmenter de 360 unités, mon compte à moi va diminuer de 360 unités. Ce qui permet, en fait, par rapport à un système d'échange réciprocitaire direct, de pouvoir différencier à la fois dans le temps, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin spécialement d'une compétence que j'ai, dans un premier temps, et de deuxième temps, vous avez peut-être besoin d'une compétence que j'ai, mais vous n'avez peut-être pas besoin tout de suite. Donc ce qui nous permet effectivement de différencier l'échange par rapport à un troc, j'ai envie de dire classique, de différencier dans le temps et dans la personne, d'avoir plus le réseau sera grand, plus on arrivera à avoir des compétences, plus il y aura d'échanges, et donc voilà, il y a un effet comme ça de masse nécessaire pour que ça soit pertinent. Parce que si on reste sur un petit noyau, rapidement on va avoir des limites. Et le nouvel arrivant qui sera un petit peu pas trop en confiance se dira j'ai envie d'un cours de japonais, et il n'y a personne qui fait du japonais, et il va aller voir ailleurs et ça sera fini. Donc il faut aussi, fallait arriver à cet effet de seuil. Donc autour de ça, on a essayé de maximiser notre communication, c'est pour ça qu'on a fait un clip notamment, avec une association étudiante de l'Université Lyon 2. Il faut bien avoir dans l'idée que c'est que nous aussi, on a essayé de construire au titre de promesse ce projet-là en lien très fort avec les étudiants de l'université, les associations de l'université. Parce qu'il y a un deuxième volet très important, c'est que ça se destine aux étudiants, mais aussi il y a tout un monde associatif qui existe sur les campus, et l'idée c'est pas
qu'à travers ce que nous on fait, ce qu'on peut proposer, on vient à la fois empiéter sur ce qu'ils font, et puis parce que nous on a un projet peut-être d'une autre ampleur que des petits projets étudiants, qu'on leur fasse trop d'ombre. Donc l'idée, ça a été de les impliquer dès le démarrage dans le projet, et puis sur du long terme, notre enjeu à nous, c'est que voilà, ce projet-là puisse fonctionner de lui-même, et ce qui implique qu'automatiquement, la vie étudiante et la vie associative dans son ensemble, on s'en empare aussi, parce que ces compétences-là, on peut très bien les imaginer, des compétences de com qui s'échangent avec des compétences de musique, par exemple, avec une association de musiciens, on l'a vu, par exemple, une association a fait pour les autres des éléments de com, et puis les autres ont fait un concert gratuit lors d'un événement, ou des choses comme ça qui peuvent être échangées. Donc ça peut être effectivement au premier niveau, un niveau humain, ou un étudiant, c'est pas que étudiant, je ne l'ai pas dit, mais il y a étudiant, personnel et enseignant. L'idée est aussi de casser un certain nombre de frontières entre les différents statuts des gens qui se côtoient tous les jours dans l'université, mais qui ne se parlent pas, quoi. Se considèrent pas, alors qu'il y a effectivement énormément de compétences. Et on a aussi énormément, par exemple, les personnels IATOS et ainsi de suite, qui sont des gens, pour des étudiants qu'on voit dans les couloirs, mais qui ne parlent jamais, et finalement ont aussi toute une place dans l'université, la font vivre, et peuvent aussi permettre d'échanger des compétences et savoirs comme tout autre, et puis vont casser un peu la relation avec les enseignants, mais ça c'est très compliqué, c'est très de leur statut. Mais voilà, ça faisait aussi partie d'un certain nombre qui ont décidé dès le démarrage de nous suivre. On a impliqué voilà, aussi pourquoi à l'Université Lyon 2, on est sur la fac de sciences humaines, il y a une chaire autour de l'économie sociale et solidaire, il y a une culture un petit peu dans ce sens-là qui nous a permis aussi d'avoir un terreau, à la fois sur l'espace étudiantin, mais aussi sur l'espace enseignant, chercheur, une certaine proximité qui nous a permis de prendre le projet. Donc on a fait un clip vidéo qui s'appelle Bref, j'ai adhéré à l'université, que j'aurais pu vous diffuser, je ne sais pas si on a du son, justement 3 minutes sur le principe de Bref, je ne sais pas si vous connaissez Bref, qui est un peu fini, mais qui est assez sympa. Voilà. Bon, je vous finis l'élément, et si jamais à la fin on a un peu de temps, je vous passerai le clip parce que c'est vrai qu'il est très sympa. Voilà. Donc beaucoup de construction collective, une utilisation très forte des réseaux sociaux, un outil web, voilà, donc on passe sur l'aspect outil web. Là, vous avez quelques captures d'écran. Vous avez là l'écran général quand vous arrivez sur l'espace. Vous trouvez ça sur univers-asset.fr si vous voulez y aller. Donc vous avez ça. Une fois que vous êtes connecté, voilà, par exemple, Édouard Thiron est connecté. Donc une fois qu'il est connecté, il a là-bas accès à un annuaire de ce que les membres proposent. Donc là, on est sur les captures d'écran, hein, donc il faut bien imaginer que c'est pas agencé comme ça. Et quand vous défilez, ça c'est comme en bas. Vous avez effectivement, vous retrouvez les compétences que vous avez listées. Tu vois, donc, par exemple, Édouard Piron, il recherche dans ce cadre-là, il est en train de rechercher des compétences en ordinateur, et il avait rempli dans son agenda qu'il a des compétences en graphisme numérique. Pour vous donner un petit peu des exemples, mais le site web, effectivement, vous permet justement, ce qu'on dit en introduction, un annuaire, un espace sympathique, convivial, qui se rapproche beaucoup des gestions de compte que vous voyez classiquement sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'avoir sur l'outil quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que les étudiants ont l'habitude de voir, avec un interfaçage pour les téléphones portables simplifié qui permet effectivement de suivre son compte et ce qui se passe. Donc voilà, autour de ça, on a continué avec beaucoup de moments physiques, parce que ce qui est important là-dedans, c'est que ça ne soit pas simplement un outil web dématérialisé. L'idée, c'est qu'on crée du lien social, donc de la relation humaine en direct. Donc il faut des points de rencontre. Ces moments de rencontre-là, on a fait des trocs, par exemple, directs de vêtements, de livres, on a fait des animations, on a fait des conférences, comment se réapproprier la monnaie, que je vous disais, c'est à travers ça aussi amener sur un certain nombre de réflexions. On a fait aussi, bon voilà, des éléments de code, différents trocs qu'on a pu faire. Je vous passe un petit peu, voilà, comment ça se passe. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné? Donc là, par exemple, voilà, vous retrouvez un interfaçage avec le nombre d'unités que vous avez à chaque en constant, ce qui vous permet de suivre un petit peu votre portefeuille au fur et à mesure. Et donc, en fait, le transfert, c'est directement, une fois que vous avez fini les échanges, vous retournez sur le site, l'un transfère à l'autre, et hop, ça s'affiche directement. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. On arrive sur l'état des lieux en fin 2012. A effectivement plus de 300 membres. Aujourd'hui, on a passé les 400 membres à l'université, avec en moyenne 3 inscriptions par jour depuis le lancement. On a eu, fin 2012, 168 échanges qui correspondent à 250 heures d'échanges.
Donc en fait, parce qu'on a eu, ça peut être marrant de voir ça, mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte et qu'on n'avait pas imaginé au démarrage, c'est que les gens, ils utilisent l'outil au début pour passer la première frontière de la mise en confiance. Une fois qu'ils ont confiance en l'autre, ils ne passent même plus par l'outil, ils s'appellent directement. Donc c'est intéressant de voir, observer ça, c'est qu'une fois qu'on a passé ça, ils n'ont plus besoin de s'appuyer sur un outil qui leur permet de s'assurer que ça va pouvoir l'échange, mais bon, ils se rappellent qu'il avait eu un machin, il l'appelle, il lui dit est-ce que tu peux me donner un coup de main, j'ai besoin de ça. Ça donne même plus lieu à des échanges d'unités, une valorisation quelconque. On est vraiment passé sur le lien social, on se donne des coups de main, et finalement on a atteint avec ça, sans le vouloir, finalement l'objectif final, et ça allait bien plus loin que le simple outil. Donc en fait, il faut dire que notre outil, c'est plus finalement un portail pour pouvoir permettre d'aller vers ça. Mais que l'outil, la finalité, elle n'est pas sur l'outil, mais elle est bien. Donc finalement, que les gens prennent le téléphone, s'appellent et se rendent des services sans tout ça. Finalement, si plus personne n'utilise mon outil et tout le monde échange, c'est finalement j'ai atteint mon objectif. Ce qui était assez intéressant d'observer. Donc voilà, donc il s'échange beaucoup de services. Donc c'est ce que je disais, c'est que la problématique qu'on a, c'est quand même on a très peu de gens qui osent vraiment aller vers l'inconnu. Donc soit ils se sont rencontrés sur nos différents rencontres physiques, que je vais vous expliquer un petit peu avant, je suis allé un peu vite, mais qui font que, bon bah oui, on s'est vu l'autre fois au troc, ah ouais c'était sympa, j'ai vu que tu avais des compétences de ça, est-ce qu'on pourrait s'échanger? Là ça marche, mais par contre, à partir de l'outil, aller chercher une compétence et demander à un inconnu un service, bah, c'est très difficile encore. C'est vrai que ça, on pouvait s'en rendre compte qu'en manipulant, quoi. C'est ce parcours de réflexion et de conception de son échange. Et la volonté aussi, alors c'est marrant, de vouloir vraiment pouvoir essayer de ramener cet aspect de réciprocité. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce principe de réciprocité qui était pour nous qu'on voulait décaler dans le temps ou par réciprocité directement à la personne qui nous a rendu service. Beaucoup d'étudiants cherchent à revenir là-dessus en essayant de redonner un service à quelqu'un qui vous a donné un service. Donc il y a ce côté-là, et donc finalement, il y en a qui nous ont dit, bah, moi je vais demander un service, je n'avais pas spécialement besoin de ça, mais je me suis dit, ah bah tiens, j'ai vu qu'il y avait cette compétence, on avait bien rigolé quand je lui avais donné un coin de machin, donc je lui ai demandé s'il pouvait me faire une initiation sur autre chose, par exemple. Vous voyez, c'est un peu cette conception-là. C'est que finalement, on a dépassé l'aspect besoin, auquel j'aimerais répondre avec ce service-là, à bah, finalement, j'ai envie de me voir, de voir quelqu'un pour le plaisir de le voir, en fait. Voilà, 2 minutes. Donc j'arrive sur la fin, là, mais... Donc voilà, bon, je vous fais avoir, on a eu pas mal de presse, hein, ça permet aussi d'essayer de travailler, parce qu'effectivement la communication c'est le nerf de la guerre, je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a un besoin de masse pour que ça fonctionne. Parce qu'il faut qu'on ait beaucoup de compétences, de savoir à échanger, de bien proposer, parce qu'autrement ça ne marche pas. La personne vient, trouve pas, repart. Vous voyez, on a tous vu un peu ce parcours d'achat voilà, qui fait que bah, finalement, vous ne reviendrez pas une deuxième fois si la première fois vous avez été déçu sur ce que vous avez vu. Donc c'est pour ça que nous, on a beaucoup axé, avec l'université, on a beaucoup axé sur ces aspects de communication. Parce que c'était très important qu'un maximum d'étudiants soient au courant et puissent être au courant de ce outil-là pour qu'ils y viennent et qui rapidement puissent voilà, mettre en avant un certain nombre de compétences et puissent échanger. Voilà, j'ai fini, à peu près dans les temps. À peu près dans les temps. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci à vous trois, c'était une très belle présentation. Il nous reste un quart d'heure pour poser toutes vos questions ou partir sur des réflexions aussi ensemble. On peut utiliser ce temps pour réfléchir ensemble. Qui se lance? Juste une petite question préalable. Je reviens bien en arrière sur votre exposé. Mais vous disiez que Promesse était composée de salariés. Comment vous êtes financé? Parce que j'ai compris la participation de l'université sur l'universel, mais vous, en tant que Promesse, En fait, c'est ce que j'ai introduit au démarrage, c'est qu'on a un peu un panel de fonctionnement très large en termes d'activité. Donc d'activité, chaque activité évidemment trouve son financement. En une partie, on fait de la formation, sensibilisation. Donc là, en fait, j'interviens en tant qu'enseignant professionnel dans différentes universités, écoles de commerce, voilà, sur différents champs de l'économie sociale et solidaire, sur l'entrepreneuriat, sur la gestion coopérative, et ainsi de suite, qui ramène déjà une partie... votre salaire, on était dans le plan commun Promesse. Non, c'est que j'interviens au titre de Promesse. En tant que salarié de Promesse, j'interviens à l'université, donc derrière ça génère des prestations de formation pour l'association qui m'emploie. Ça c'est déjà un premier volet. Après il y a un deuxième volet où on est plus à un rôle de bureau d'études,
on appuie les collectivités locales sur leur politique USS. Là, on travaille avec la ville de Lyon, le Grand Lyon, la ville de Villeurbanne, la ville de Bron, sur différentes politiques associatives, économiques et ainsi de suite, sur des études, appels d'offres, comme toute finalement entreprise de conseil classique, avec nos spécificités, nos compétences propres. Ça aussi, ça génère un certain nombre de revenus pour ma structure. Donc ça représente pratiquement 50% de notre activité. Et puis après, les autres 50%, on glisse sur tout ce qui va être événementiel ou projets sociaux en dur. Où là, on vient plus effectivement sur des demandes de financement sous forme de subvention auprès de l'université, auprès des collectivités locales et ainsi de suite, qui appuient voilà, l'événement de 3 jours à la place Bellecour la semaine dernière. Pour nous, c'est un tiers de notre chiffre d'affaires et c'est que du cofinancement Ville de Lyon, Grand Lyon et Région Rhône-Alpes. Voilà, donc nous on essaie de tenir cet équilibre à 50% de ressources propres liées à nos productions, information ou bureau d'études, et 50% sur nos actions événementielles et projets innovants. Effectivement, par définition, surtout sur les phases d'émergence, ne sont pas du tout rémunérateurs. Est-ce que vous avez été sollicité pour transposer votre produit? Alors oui, d'autres universités? donc en fait le fond du projet, c'est pour ça que j'ai commencé en 2 phases, c'est qu'il y a SWAP et universel. Le projet global d'économie collaborative avec un portail bien plus large que ce qui a été fait à l'université Lyon 2 qui nous permet d'aller voir d'autres acteurs, d'autres territoires. Donc déjà sur universel, on est déjà énormément mobilisé par d'autres universités pour aller sur ce type d'outil avec effectivement une volonté de notre part et de par nos interlocuteurs de ne pas copier-coller ça, mais de copier et puis adapter avec ce qui existe sur le territoire. C'est bien ce que j'ai un peu insisté tout à l'heure. L'idée, c'est pas de venir remplacer quelque chose, mais de venir en complémentarité. Ça, c'est vraiment important. Et c'est vraiment notre leitmotiv. Donc, on arrive à essayer de. Donc, ça comprend effectivement une première phase d'étude avant une phase de mise en place de ce type d'initiative. Donc là-dessus, à Lyon 3, à Lyon 1, à Saint-Étienne et à Bourg-en-Bresse, Lyon 3, Bourg-en-Bresse se bat, on est en phase de discussion avec tous ces gens-là. On ajoute à ça une phase où nous, on veut aller avec ça sur ce type de projet de façon plus large dans les entreprises et offrir ce type de création de liens pour les entreprises. Donc là, par exemple, voilà, la semaine prochaine, on est à l'agora des comités d'entreprise, on espère effectivement construire un certain nombre de relations commerciales. Donc là, on glisse un petit peu, on est passé sur cette première étape financement d'une émergence, on va pouvoir glisser dans la deuxième phase de vente de projets collectivement, voilà, face à une collectivité, face à une entreprise qui va nous permettre de revenir finalement sur son investissement qu'on a pu générer grâce à ça. Parce que même avec les subventions universités, le temps qu'on y a passé, ça ne correspond pas finalement au financement qu'on a eu. Donc voilà, c'est vraiment un projet qu'on veut et qu'on souhaite pouvoir implanter dans un maximum de déclinaisons possibles. Donc pour l'instant, pour être clair, c'est que les étudiants de Lyon 2 qui peuvent avoir accès à ce projet. Pour l'instant, les étudiants, les enseignants, les personnels, Oui, tous les personnels de Lyon 2. Voilà. Effectivement, c'est pour ça que quand on regarde le site de ça en arrivant lambda, on se dit il ne se passe rien dessus. Et en plus, vous arrivez et très vite, on vous demande de vous connecter avec votre compte. C'est ça. En fait, c'est pour ça, moi, je suis allée voir quand j'ai vu avec qui j'intervenais aujourd'hui. Je suis allée voir. C'est un peu voilà, se renseigner, faire des recherches pour arriver en toute confiance. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, il ne se passe rien sur ce truc. Eh oui, ça se passe parce que sans connexion, effectivement, c'est pas, on a l'impression qu'il y a il l'actualité et puis il y a. Ça fait plus intranet. Ouais, ça fait plus intranet. Et ça se veut très épuré aussi, hein. On n'est pas là pour vous donner de l'actualité. Je veux dire, l'actualité, tout ça, on le vit avec nos réseaux sociaux et sur nos réseaux sociaux, vous pouvez aller bien plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être sur les 2 premières interventions, notamment sur la première sur laquelle on n'a pas pu revenir directement? Sur la deuxième. Allez-y. Là, je voulais revenir sur l'orientation du projet de vie, parce que j'ai vraiment eu le sentiment pour ma scolarité qu'on trouvait assez bien les aides pour l'orientation, c'est-à-dire vraiment le côté pratique de quelle route s'ouvre à moi, quelle alternative j'ai, pourquoi, comment. J'ai trouvé trop peu de guide sur l'aspect émotionnel justement, et c'est pareil dans votre intervention, j'ai senti beaucoup de choses sur vraiment guider l'étudiant qui a raté
pris sur l'épaule et dire ok, maintenant tu as ça qui s'offre à toi, bilan de compétences, très pratique. Mais le côté échec, quoi, le côté on arrive avec un désir ou pas, parce que c'est aussi le problème de tous les étudiants qui n'ont pas de désir en être, et c'est assez horrible. Et là on se plante et il faut changer, donc ouais ok, je vais bien faire mes bilan de compétences et me dire que je serais bonne dans cette filière-là, mais ça ne veut pas dire que c'est mon projet de vie, quoi. Et j'aimerais savoir ce qu'on peut faire pour plus travailler cet aspect émotionnel de trouver le désir, ouais. Trouver un autre désir si on a raté la première, ou... Enfin voilà. Alors moi je dirais, je répondrais exactement ça, c'est en faisant qu'on se fait. C'est-à-dire que partir sur un chemin qui n'est pas tracé, mais partir, agir. Moi c'est vraiment le point le plus primordial, parce que l'identité se construit dans l'expérience et dans les feedbacks qu'on peut avoir de ces expériences. Et ces feedbacks, on les a en faisant, justement, en vivant des émotions, en vivant des choses. Et ce retour permet de se positionner dans ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je veux, ce que je veux pas. Voilà, je dirais que c'est... Moi, je vois des élèves qui sont en seconde et ou qui étaient en troisième et qui sont allés en seconde parce que pas de projet, parce que on fait comme tout le monde. Et puis petit à petit, en rencontrant du monde, en expérimentant, en s'expérimentant, donne du sens à un parcours et trouve justement en situation d'opportunité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé du sens à ce qu'on faisait et ce qu'on vivait émotionnellement, on arrive à se mettre en situation de veille par rapport à l'événement et par rapport à la formation. Et franchement, voilà, c'est vraiment du vécu et y aller, quoi. Alors, on peut se laisser guider, de toute manière, il y a des contraintes, il y a des filières, et voilà, pour arriver à être comptable, il y a différentes filières, il faut les essayer, et à partir de ce moment-là, oui, toujours traiter l'expérience, c'est-à-dire toujours faire, et en même temps, avoir cette capacité de réflexivité, de se poser des questions sur, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai vécu, interroger son vécu. Alors seul c'est compliqué, effectivement, et c'est après trouver la personne avec qui vous allez échanger dans un dialogue de co-construction, parce que le conseiller d'orientation, il n'est pas sorcier, il ne vit pas dans l'avenir, et il ne sait pas à partir de qui vous êtes, ce qui va forcément vous intéresser, et les questionnaires non plus, mais c'est vraiment dans la co-construction, c'est-à-dire que nous, on travaille sur la structure identitaire un peu subjective, comment vous avez interprété les événements, comment vous les êtes appropriés, et avec quoi vous êtes en adéquation. Donc c'est vraiment dans le récit de soi et dans la co-construction. Mais on n'est pas révélateur et on ne lit pas dans vos pensées, donc voilà, c'est émotionnellement, mais il faut aussi se livrer émotionnellement. C'est-à-dire que moi, je vois des jeunes qui sont, du moins là, pas sur les ateliers mais en entretien individuel, qui vont pas laisser place à justement à ces émotions et à l'interprétation de ces émotions, et même à dire ces émotions-là. Et du coup, quand elles ne sont pas dites, elles ne peuvent pas être reprises. C'est un peu la capacité de réflexivité que offre le conseiller d'orientation ou un professionnel. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est une co-construction et on est un peu éducateur de l'intentionnalité, accompagnateur d'un processus, mais pas d'un contenu. Le contenu, il vous appartient, il est capable. Je ne sais pas si... après, c'est pas miraculeux, il faut... voilà, c'est émotionnellement dans l'échange qu'on peut avoir et dans ce que vous lâchez, vous, et vous êtes dans la construction, dans la compréhension des réalités subjectives que vous avez construites, parce que quand même, on est dans une conception d'individu, où l'individu construit et interprète les expériences et construit une réalité subjective, c'est-à-dire qu'on est sur un même événement, aujourd'hui, cet atelier, on n'a pas la même représentation, on n'a pas même la même réalité, pas le même vécu. Voilà. Et donc nous, on va vous aider à travailler sur votre réalité subjective, à vous décentrer pour peut-être reconstruire ou réinterpréter la réalité que vous êtes construite.
Mais de toute manière, c'est forcément une co-construction et ça vous appartient. Je ne sais pas si je suis claire. Pas vraiment Alors peut-être de ma place de psychologue, c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi une perception à un moment donné, donc un moment de choix ou de non-choix, de vide un petit peu d'ici. On identifie certains interlocuteurs comme étant ceux à qui on peut dire ceci ou cela et ceux de qui on attend une certaine chose. Pour avoir vu des étudiants qui étaient en préparation de ce diplôme, ce concours, ces concours, je pense que c'est comme étrangère, honnêtement, qu'il y a une grande rivalité, compétitivité et c'est assez individuel. Et on pourrait penser que dans certains cas, il y a une sorte de burn-out aussi. Et que là où je me situe en ayant vu la manière de faire de différents endroits, je pense qu'il faut un certain temps pour mûrir un projet. Donc soit on n'a jamais commencé de mûrir parce qu'une raison Y. Et c'est comme ça. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de date. J'ai eu une vie avant d'être psychologue, donc ça veut dire que il y a la vie, il y a les expériences, la vie se rallonge, les expériences se rallongent, la société évolue. Donc je pense qu'il n'y a pas d'urgence à identifier la carrière pour le reste de sa vie. Chacun a un rythme différent et que c'est OK. J'ai aussi côtoyé des étudiants qui ont ce sentiment d'avoir choisi et d'avoir échoué dans le choix. Et je pense que l'échec vient plus d'une perception externe du fait qu'on ne suit pas le cours des choses, comparé à nos cultures voisines, pour qui on a raté quand on n'a pas fait l'année sabbatique. Donc ça veut dire qu'on a des étudiants qui sont jeunes en France et qui arrivent à rentrer dans un projet, dans une carrière, là où peut-être vous avez envisagé de permettre que ce rituel qui était le service militaire, je ne sais pas quoi, ce soit ce temps de maturation à un moment donné, que ce soit au moment de... Et ça se met de plus en plus en place en France aussi, mais ça reste... L'idée d'échec, elle est tout à fait relative. Donc il y a plusieurs interlocuteurs, je dirais. Le problème qui est directement lié à ce temps nécessaire à se cacher, c'est le problème du financement. Après, le droit à l'échec... Tout à fait. Et là, on est vraiment dans l'orientation procédure, donc répartition, demande sociale, où justement il y a des règles. On doit choisir en fin de troisième, et ça c'est imposé par la société. On doit choisir en fin de terminale. Alors il y a des choix déterminants ou pas, c'est-à-dire que quand même, c'est une réalité aussi. L'orientation en troisième, elle se fait un peu par l'échec. C'est-à-dire qu'on est contraint à définir un projet quand on est en difficulté scolaire après la troisième. Puisqu'on est contraint à penser secteur professionnel dès qu'on a 14 ans et qu'on est 15 ans et qu'on n'a pas les résultats scolaires qu'il faut. Voilà. Et il y a comme ça des étapes et des contraintes de l'orientation procédure. Et c'est d'où le paradoxe de l'orientation qui jongle entre ces deux termes, et l'individu et l'orientation procédure. Et on compose avec ça. Après, on peut remettre en cause aussi ces règles, mais dans ce cas-là, il faut être citoyen, participer et puis dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, parce que quand même, l'orientation aussi dépend de l'économie et justement, on est quand même en tant que citoyen, on a un pouvoir aussi dans les réélections et donc du coup, on peut aussi se positionner sur ce qu'on veut, ce qu'on ne peut pas, ce qu'on accepte. Voilà. Mais n'empêche que les règles, elles sont là et que nous, en tant que conseiller d'orientation dans les établissements scolaires, on est là pour accompagner le mieux possible, c'est-à-dire en donnant les différentes stratégies possibles dans cette orientation procédure pour arriver à un objectif.
Est-ce que vous orientez aussi vers d'autres interlocuteurs justement? Bien sûr. Alors, on oriente de toute manière, on oriente vers d'autres. Il y a les sûr, oui, les CEO, les... Non, mais même d'autres types de professionnels, comme des psychologues. Bien sûr, bien sûr. Mais ça se passe en entretien individuel et on voit dans la relation où est le blocage, si nous on peut lever le blocage, et après de toute manière on est tellement peu, on a tellement de monde à voir qu'on ne peut pas faire un suivi régulier. Donc c'est soit on travaille sur l'exploration un peu du coaching, et dans ce cas-là on va être sur aller faire des recherches, on va définir des buts d'un travail de recherche, la personne revient, nous traduit un petit peu ses impressions, ce qu'elle veut garder ou pas. Ça, c'est un travail qu'on peut faire dans le cadre des établissements scolaires en CO. Soit ça relève d'un autre processus, et là, on oriente sur des centres, des points écoute, où les personnes vont pouvoir, ou des psychologues avec lesquels on travaille, et où la personne prendra plus de temps pour cette orientation, vous l'avez fait en individuel, dans votre, justement, dans oui, votre atelier pour ceux qui ont raté. C'est-à-dire ce serait bien de parler. C'est-à-dire qu'après, dans le cadre de l'atelier, après, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont travailler sur l'espace accueil. Et puis quand on voit que ça définit, ça n'aboutit pas sur un projet ou que la personne est bloquée, on passe à l'entretien individuel. Et là, dans le cadre de l'entretien individuel, si on voit que ça ne démarre pas non plus et que ça relève de notre travail, on oriente sur la médecine préventive universitaire de Lyon 1 pour Lyon 1 ou sur les points d'écoute pour les lycéens. Mais bien sûr, ce travail, de toute manière, on est bien réactif. On est, bien sûr. Et on connaît bien, on sait quel est notre rôle. On est psychologue de l'orientation, pas psy, ou thérapeute, ou pas. Voilà. On va accompagner dans ce processus d'orientation et nos limites aussi. Et puis, de toute manière, nos limites, elles sont aussi dans le fait qu'on a 1500 jeunes à gérer. Moi, je suis à mi-temps, j'ai 2 établissements, un lycée et une cité de déficients visuels. Donc après, c'est limite, on est présent dans l'établissement et du coup, on traction aussi. On va clôturer ici pour être dans le timing, donc que vous ayez le temps d'aller trouver le deuxième atelier. Je vous remercie tous, merci à vous trois, et puis on refait une deuxième fois.